Donc là, on est dans le lit de la Glie, donc la rivière qui est censée traverser l'exploitation. Et ça fait à peu près 3 ans qu'elle est dans cet état-là, qu'on l'a pas vu couler. Si on en croit Internet, la définition officielle de la Glie, c'est un fleuve. C'est pas une rivière. Le principal problème aujourd'hui sur l'exploitation, en fait, c'est le manque de pluie. Sans aucun apport d'eau, juste avec ce qui pleut du ciel, c'est compliqué. La seule vraie pluie qu'on a eue cette année, enfin depuis 3 ans, c'est 70 mm fin avril, quoi. C'est le seul gros épisode pluvieux qu'on a eu. On n'a jamais dépassé les 20 mm de pluie. Sur 3 ans, on a eu une pluie qui a alimenté le sol. C'est sûr qu'on ne peut plus compter sur la pluie comme apport d'eau suffisant. On est sur un climat vraiment désertique. Ça fait 3 ans qu'on est autour de 200 mm tous les ans. Donc évidemment, ce n'est pas suffisant pour produire des fruits. Pour pallier à ça, on met en place des systèmes d'irrigation. Donc on a plusieurs forages sur l'exploitation. Et en fait, aujourd'hui, comme la rivière ne coule plus depuis 3 ans, le niveau des nappes baisse de semaine en semaine. Et ça devient de plus en plus compliqué de capter l'eau. L'année prochaine ou dans 2 ans, on aura les forages qui seront à sec et on ne saura pas comment alimenter les arbres. Un verger sans eau, aujourd'hui, il n'y a pas de production. Et surtout, c'est compliqué de faire survivre l'arbre, quoi. Donc là, on arrive sur une parcelle d'abricotier d'un voisin à nous. C'est une parcelle qui n'a pas vu d'eau depuis 2 ans, à part ce qui pleut du ciel. Et donc on voit que les arbres sont quasiment tous morts. Enfin, c'est une parcelle qui, je pense, ils vont l'arracher cet automne. Si on n'arrose pas, si on n'a pas d'irrigation, en fait, aujourd'hui, le climat qu'on a dans le Roussillon ne nous permet plus de cultiver des fruits, quoi. C'est même pas arriver à produire, c'est arriver à garder les arbres en vie, en fait. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas. Si ça dure longtemps et que tous les forages s'arrêtent, c'est à ça que ressemblera le département. Aujourd'hui, il n'y avait que la vigne qui était capable de pousser sans apport d'eau. Mais cette année, en vigne, en raisin de cuve, on fait à peu près moins 50% sur la récolte. Même la vigne est en souffrance, on a des taux de mortalité qui sont importants en vigne aussi. Donc en fait, on se rend compte que même la vigne aujourd'hui n'est plus adaptée à ce climat sans apport d'eau. Cet hiver, on va arracher une syrah parce qu'on est à plus de 30% de morts dans la vigne, donc ça ne sert à rien de la garder. On se rend compte qu'on est en fait, c'est en train de se transformer en désert. À l'époque, quand mon père s'était installé, il disait qu'en abricot, il y avait 3 bonnes années sur 4. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Moi, je me suis installé en 2016, on a connu 2 bonnes saisons, quoi. Et en fait, tous les ans, il y a un gros aléa climatique qui peut causer des dégâts. On peut avoir plein de choses différentes, mais à chaque fois, c'est des cas extrêmes. Et à chaque fois, ça fait des pertes économiques qui sont importantes, quoi. L'année dernière, c'était le 9 juin. On a eu un gros orage de grêle qui était hyper localisé. On voit c'était des grêlons en plus tout biscornus. Ils ne sont pas très gros, mais très pointus. Et en fait, ça a fait des gros trous sur les fruits. À 300-400 mètres d'ici, on était à plus de 90% de déchets, quoi. Et en fait, si on regarde, tous les fruits sont pignés, quoi. Là, on a eu un épisode de gel aussi. C'était quoi? En mars 22, on a mis des bougies sous les arbres parce qu'il a gelé du coup au mois de mars pendant la floraison. Il y a quelques années, je crois que c'était 2019, on a fait 6 ou 7 nuits dehors et c'est descendu jusqu'à -9. Là, il y a autre chose aussi, voilà, le coup de chaud dont on parlait tout à l'heure. On était fin juin et on voit toutes les feuilles sont grillées, on se croirait en plein automne, quoi. Il faisait un vent très fort avec une température assez extrême, on était à plus de 42 degrés, je crois.
Et en fait, ça faisait comme un coup de sèche-cheveux et ça a asséché toute la végétation. Les fruits étaient complètement grillés, quoi. Là, c'est carrément les feuilles qui ont séché parce que elles ont trop transpiré. En fait, elles se sont totalement déshydratées en quelques minutes. Donc, c'est ouais, des phénomènes qu'on n'avait jamais vus. Et ça, c'est ce qu'on était en train de récolter. Il n'y a plus de... La peau est complètement brûlée. Là, c'était peut-être la photo la plus extrême. La chair avait fondu et en fait, c'est le noyau qu'on voit en dessous. Là, par exemple, c'était ces crues qu'il y a eu. Ça nous a arraché tout un plantier, quoi. Il y a 4 ans, la rivière débordait. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivière. Donc là, voilà, on est remonté 5 ans en arrière. Tous les ans, on a trouvé un truc un peu atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, on pense qu'il y a un dérèglement climatique, ça, je pense que c'est sûr. Il y a un paquet d'aléas climatiques qui s'empilent les uns sur les autres depuis quelques années. Et on en arrive au point de se demander si l'abricot est encore adapté à notre terroir. En fait, ce qui est intéressant, c'est de choisir une nouvelle variété qui est adaptée à ce changement climatique. Le figuier, c'est donc une nouvelle espèce qu'on cultive sur exploitation depuis 5-6 ans. Ça permet d'avoir des fruits qui se cueillent à une autre période, qui n'ont pas de sensibilité au gel, qui ont peut-être besoin d'un peu moins d'eau que les abricotiers. Et donc ça permet de décaler aussi les risques climatiques, parce qu'on a une culture qui du coup commence lorsque les abricots finissent. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cultures aussi comme ça à trouver qui sont peut-être moins gourmandes en eau que l'abricotier ou le pêcher? C'est une réflexion qu'on a nous aujourd'hui, essayer de trouver des arbres qui sont peu gourmands en eau mais qui sont aussi commercialisables derrière, quoi. On a essayé le grenadier et le figuier. Figuier, ça a l'air d'être intéressant. Grenadier, commercialement, on voit que c'est quand même un marché limité et qu'on ne pourra pas faire beaucoup d'hectares en plus, quoi. Comme la figue de Barbarie, c'est vrai que ça pousse sans eau. Mais après, qui consomme de la figue de Barbarie aujourd'hui en France, quoi? Il y a créer des filières sur des produits, des fruits qui ne sont pas consommés en France, c'est très compliqué. Apparemment, le pistacier est capable de pousser sans eau. Mais est-ce qu'on pourra avoir une récolte correcte sans arrosage? Je ne sais pas. En arboriculture, quand on plante un arbre, il faut attendre souvent entre 3 et 5 ans avant que ça se mette à fruit, quoi. Donc c'est vrai que si jamais on veut essayer une nouvelle culture, on sait qu'on ne gagnera pas d'argent dessus pendant au minimum 5 ans. On a l'exemple justement des avocatiers, on les a plantés il y a 5 ans et ça fait 4 ans qu'ils végètent. Je pense que ça ne sera jamais un verger qui sera rentable chez nous. On a fait un essai d'abricotier sous ombrière photovoltaïque. Donc on vient ombrager en fait le verger avec des panneaux photovoltaïques. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on pense pouvoir mieux gérer des aléas climatiques. Le fait d'avoir une semi-toiture au-dessus du verger, si jamais il gèle durant la floraison, on peut, en allumant quelques bougies dans le verger, de suite réchauffer beaucoup plus rapidement le verger. On pense que ça va aussi faire diminuer la température dans le verger. Donc on va se limiter un peu des grosses chaleurs l'été et des coups de chaud qu'on peut avoir. D'un point de vue énergétique, c'est quand même assez intéressant. On couvre déjà tout le besoin énergétique de la station de conditionnement et des chambres froides. Et surtout, avec le surplus, on peut alimenter 4000 personnes à l'année. Donc, ce qui représente à peu près la moitié de la ville de Rivesaltes dans laquelle on vit, quoi. Il y a des choses qui peuvent être faites, descendre l'eau du Rhône dans le département ou créer des canalisations sous pression depuis les barrages en amont. Il y a des choses qui sont faisables, mais c'est des projets qui prennent du temps et qui aujourd'hui sont compliqués à concrétiser. Enfin, là, on est un peu dans le creux de la vague, quoi. Ça fait 3 ans qu'il ne pleut plus. On a besoin de solutions de suite, quoi. Ce n'est pas dans 10 ans qu'il va falloir nous dire on a trouvé comment vous apporter de l'eau. Nous, on a besoin de d'eau cette année, même l'année dernière, quoi. Il y a peut-être 20 ans, le changement climatique c'était des projections, c'est-à-dire qu'on anticipait des pertes de rendement. Maintenant, ce n'est plus des projections, ce sont des observations. Par exemple, en 2021, on a eu 2 milliards de pertes de rendement sur l'agriculture, notamment à cause du gel tardif sur la vigne et sur les fruits. En 2022, on a eu 3 canicules et une forte sécheresse, ce qui a provoqué plusieurs centaines de millions d'euros
toutes cultures confondues, avec par exemple pour le maraîchage des pertes de rendement très conséquentes en été, ou pour les cultures d'été, les pommes de terre, le maïs, parfois des rendements qui descendent jusqu'à moins 54% en Occitanie, ce qui est très conséquent. Alors les principaux impacts climatiques sur l'agriculture en France, on va commencer par le gel. En fait, c'est pas vraiment la problématique, le gel. C'est plus la douceur qu'on a en hiver qui fait que les végétaux sont très en avance. On a gagné par exemple à peu près 15 à 20 jours sur les dates de floraison de la vigne ou de l'arboriculture, ce qui fait que nos végétaux sont très sensibles au gel en avril. Forcément, il arrive sur une floraison au lieu d'arriver sur un bourgeon fermé, et donc il fait plus de dégâts. Ensuite, il y a la grêle. La grêle, bonne nouvelle, il n'y a pas de tendance pour l'instant avec les modélisations et les connaissances qu'on a sur la grêle par rapport à une évolution, une aggravation de la grêle en France. Deuxième point, on a les aspects de forte température. Donc là, on parle de stress thermique. Par exemple, le 28 juin 2019, en France, nous avons eu 46 degrés, 40 km/h de vent, 8% d'humidité. On a eu des pertes de rendement massives sur la viticulture, une défoliation totale des pieds de vigne, simplement qu'elles ont brûlé en dépassant ces limites génétiques. Un joli raisin, des belles grappes. On a eu quelques brûlures un peu liées au soleil, avec cette année un peu chaude. Mais sur cette parcelle, c'est très joli. Ça, c'est une inquiétude comme pour tout agriculteur, hein, c'est pas que vigneron. Le climat, d'un coup, on peut perdre une récolte en une nuit, en une journée, en une heure. Oh, le gel de 21, il y a des parcelles où on est, par exemple, qui ont beaucoup gelé à 80%. Donc ça, c'est une vraie question, hein, comment on gère ce changement climatique. Par exemple, un des travaux avant, c'était d'effeuiller, d'enlever les feuilles. Maintenant, on les garde pour essayer de faire l'ombre aux grappes et de ne pas qu'elles ne brûlent pas. Les raisins un peu confits des grappes, c'est typique de cette année. On a eu une canicule de 2 semaines. Il faisait peut-être 40 degrés dans les vignes. Donc ça nous a brûlé toute la face qui était à l'ouest, au sud et à l'ouest. Donc ça, c'est des baies qu'on n'aime pas trop parce que ça fait raisin de Corinthe. On est quand même sur une année correcte au niveau quantité. Ça nous a un peu gêné ces brûlures, mais bon, on n'a pas grêlé pour l'instant, on n'a pas gelé, donc c'est des bonnes années quand même. On n'en parlait pas forcément en France avant parce qu'on ne dépassait pas, ou même très rarement, la limite physiologique de résistance des espèces. C'est-à-dire, par exemple, pour la vigne, 40 degrés. Pour la salade, à peu près 27-30 degrés. Pour le blé, autour des 30 degrés. Pour le maïs, 35 degrés. La tomate, également 35 degrés. Maintenant, ces températures sont dépassées régulièrement en été, même très fréquemment dans le sud de la France, ce qui pose des stress thermiques, c'est-à-dire des pertes de rendement alors qu'il y a de l'eau dans le sol. Ensuite, on a l'aspect hydrique, les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes. Par exemple, dans le sud de la France, c'est plus 11% de surface agricole en sécheresse depuis 50 ans. En Auvergne, c'est plus 15%. En Alsace, c'est plus 10%. Ça paraît peu comme chiffre, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'hectares qui sont concernés dans chaque région. Là, ça cause des pertes de rendement, on va dire classiques, on connaît un petit peu mieux, des végétaux, des fruits qui se développent moins bien, puisqu'il fait plus sec. Je me suis installé en 2005 sur des terrains familiaux. J'ai vu du changement, notamment au niveau des périodes de sécheresse, c'est-à-dire qu'auparavant on pouvait rester un mois et demi sans eau, sans averse, sans orage l'été. Maintenant c'est plutôt 2 mois sans eau, voire 3 mois sans eau. Donc les périodes de sécheresse qui s'allongent et aussi les températures qui sont plus élevées en été, notamment au printemps. C'est un problème parce que du coup les cycles s'accélèrent. Maintenant sur de la tomate, on peut gagner 15 jours de précocité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des tomates au 1er juillet, on les a au 15 juin, c'est très bien. Les consommateurs sont contents, mais par contre, derrière, nous, ça nous bouscule au niveau des dates de plantation, des dates de semis. Tous ces changements-là, faut s'adapter et c'est vrai que c'est pas évident et ça va devenir, je pense, de plus en plus compliqué. Notamment aussi au niveau des apports en eau. Il y a un moment où, quand on dépasse les 33-35 degrés, la plante, elle suit plus. Donc même si on lui apporte de l'eau, à un moment c'est trop pour la plante se bloque et ça bouge plus, donc on peut avoir des brûlures sur fruits, des coulures de fleurs. Quand ça dure 15 jours, ça va. Quand ça dure 1 mois et demi, voire 2 mois, là on sait qu'on va être pénalisé au niveau des rendements.
J'ai dû m'adapter depuis 2005. J'ai dû faire 2 forages pour alimenter ma réserve d'eau. Donc ça sert uniquement pour remplir ma retenue d'eau au printemps et en été en période de sécheresse et ou de canicule. Oui, ça va commencer à nous inquiéter, ça nous interpelle aussi dans les choix des cultures, des types de cultures, les choix d'irrigation. On est en train de réfléchir pour utiliser plus de goutte à goutte en plein champ pour économiser un peu plus l'eau. Parce que l'eau, vraiment, ça va être un problème dans les années à venir. Moi, je vois la différence. Les consommations d'eau en été augmentent, quoi. Donc, il y a un moment, ça ne sera pas inépuisable, quoi, ces réserves-là. Pour l'instant, ce qu'on peut dire sur le changement climatique, c'est que le climat va se réchauffer jusqu'en 2050, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc jusqu'en 2050, l'agriculture va devoir s'adapter. L'élevage dans l'avenir va être confronté à 2 problématiques. La première problématique, c'est la nutrition animale, donc le fourrage. La saisonnalité de production va entièrement évoluer. Le deuxième point, c'est carrément sur les animaux. Vu qu'il va faire de plus en plus chaud, on aura de plus en plus de stress thermique. C'est-à-dire que la vache va attribuer son énergie, une partie de l'énergie qu'elle tire de l'alimentation, à se thermoréguler au lieu de produire du lait ou au lieu de produire du muscle. C'est-à-dire que quand il y a de fortes chaleurs, on peut avoir des déficits de production de lait ou des problèmes de croissance. Et si la forte chaleur dure, eh bien, on peut avoir des problématiques de gestation, on peut avoir des problématiques de boiterie, des problématiques aussi de mammites, d'infections, de maladies, puisqu'elles ont un corps beaucoup plus fatigué par rapport à ces fortes chaleurs, surtout lorsqu'elles durent. Les poules et les cochons sont aussi particulièrement sensibles aux fortes chaleurs, donc des problèmes par rapport à la fertilité, des problèmes par rapport à la production d'œufs, des problèmes aussi par rapport à la croissance des cochons pour produire de la viande. Avec ces coups de chaleur qu'il y a actuellement, on a adapté pour pas que les vaches restent en tas et soient mal à l'extérieur. On lâche les vaches de bonne heure le matin, 7h30, au pâturage jusqu'à midi, 13h. À 13h, on ramène les vaches en bâtiment, elles sont nourries parce qu'il n'y a pas assez d'herbe à l'extérieur. Et après la traite du soir, à 18h30, on les relâche la nuit à l'extérieur pour qu'elles pâturent la nuit. Voilà. Donc on s'est adapté, la période chaude de l'après-midi, les vaches restent en bâtiment en courant d'air, parce que des vaches par 40 degrés, à l'extérieur, en plein soleil, on a des arbres, pourtant on a plein de choses, mais ça ne suffit pas, quoi. On est en montagne, pourtant à 850 mètres d'altitude, mais le climat change tellement qu'on a des hivers de plus en plus doux et des étés de plus en plus chauds. On voit que le changement climatique, en fait, on lâche les vaches de plus en plus tôt et on ferme les vaches de plus en plus tard. Il y a 20 ans, nous on lâchait les vaches début avril, vers le 10 avril, et on les fermait grosso modo début novembre. Sachant qu'elles passaient l'été sans trop de soucis. Aujourd'hui, on lâche les vaches début mars, donc on a gagné pratiquement un mois, et on les ferme plutôt début décembre. Je pense qu'on peut encore gagner sur le pâturage au début, encore lâcher les vaches peut-être mi-février, les fermer que mi-décembre. Donc on voit qu'on a gagné 2 mois. Donc oui, ça pose quand même des questions. Et des coups de chaud, des coups de canicule, c'est de plus en plus fréquent. La pluviométrie, des années comme cette année, on a eu 180 mm d'eau en 6 mois, alors que nous, historiquement, on a 850, 900 mm d'eau en un an. Ça nous inquiète quand même, si. On voit qu'on a de la surface quand même, on a pratiquement 140 hectares et on voit que c'est tendu, quoi. Il y a des années, c'est quand même tendu, quoi. Ça fait 4-5 ans de suite. Historiquement, quand je me suis installé, on avait une année sèche tous les 5 ans, ça passait. On voit que c'est de pire en pire. Donc il va falloir encore continuer à s'adapter. Et l'idée, c'est d'avoir peut-être un petit peu moins de vaches, mais peut-être gagner en productivité. Dans le nord de la France, l'excès de fourrage pourra être redistribué l'été et il y aura même une hausse de la production annuelle. Par contre, dans certaines régions, plus on descend encore au sud, la Corse par exemple, le sud des Alpes, le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées-Orientales, la surproduction printanière ne compensera plus le déficit estival. C'est dans ces régions-là où la problématique fourrage va être de plus en plus compliquée. Le changement climatique, moi ce qui m'inquiète, c'est clairement le manque d'eau pour ici, avec le fait qu'il y ait des grosses canicules, il y a des grosses sécheresses, et du coup il y a beaucoup moins d'herbe dans les champs.
En rythme de croisière, normalement, on a suffisamment de fourrage, même on en vend aux paysans voisins. Là, on a eu en effet 2 années de sécheresse et du coup, on a eu les rendements qui ont plongé sur les fourrages, donc sur l'herbe et sur les céréales. C'est arrivé les 2 dernières années, on a dû acheter du fourrage. C'était une première pour le GIEC du TICO. Ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que si on va sur des années de plus en plus sèches, les rendements vont chuter complètement, quoi. Ah, c'est hyper flippant. Je suis agroclimatologue, c'est-à-dire que je travaille sur l'impact du climat sur l'agriculture. Donc c'est essentiellement du travail numérique et du travail cartographique. Nous avons des dizaines, voire des centaines de mégaoctets de données climatiques suivant le réchauffement, suivant le sol, suivant l'altitude. Et grâce à ces données climatiques, ça nous permet de les transférer en données agroclimatiques. Les sommes de température, le nombre de jours au-dessus de 35 degrés, le nombre de jours au-dessus de 40 degrés, la date de floraison, le gel après la floraison. Tout ça, ça nous permet d'avoir des indicateurs agroclimatiques et en étudiant l'évolution de ces indicateurs favorables, défavorables ou stables, on peut voir si la culture va perdre du potentiel, voire en gagner dans d'autres régions. Ici, sur cette cartographie-là, on peut voir les différentes couleurs qui correspondent au cépage et dans l'avenir, on voit la remontée par le sud de ces cépages. Donc la Bretagne qui progressivement va devenir une région viticole, tout comme la Normandie, la Belgique, le Nord-Pas-de-Calais. Donc ici, c'est une superposition de 256 cartes en une carte. 256 cartes de plusieurs indicateurs, de plusieurs scénarios et de plusieurs modèles, ce qui rend d'autant plus fiable cette cartographie. Chaque cartographie, c'est 1 téraoctet de données qui sont juste simplifiées en une carte. Donc c'est une très grosse, sont de très très grosses études, mais c'est un mois de calcul et beaucoup de temps aussi de code. Et donc ça permet d'anticiper en réalité à quoi ressembleront nos paysages. Les pommiers vont progressivement disparaître de l'ouest et du sud de la France, donc la biogéographie de la pomme s'éloigne vers le nord-est. Pourquoi? Parce qu'il fait plus suffisamment froid pour induire sa floraison. Il faut 1000 heures de froid pour le pommier golden. Et ces 1000 heures de froid ne seront plus atteintes sur tout l'ouest de la France, mais également la Méditerranée. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut anticiper, puisqu'un arbre, quand on plante, c'est 30 ans d'exploitation. Donc si on plante un abricot rouge du Roussillon maintenant, ici, là, dans le Roussillon, on a de très fortes chances qu'il ne fleurisse plus d'ici 10 ans. On voit qu'il y a des choses à faire évoluer. On voit en quelle magnitude l'urgence est là pour pouvoir anticiper et puis investir dans ces futures filières et donc garantir une production alimentaire quand même en 2040 et 2050, quoi. Dans un cadre de changement climatique, dans les pays du moins de l'Europe, on ne va pas mourir de faim, à condition bien sûr qu'on anticipe bien ces évolutions, soit agricoles, soit d'aires de répartition des cultures. Dans le nord de la France, on garde la pomme de terre, la betterave, le blé, le maïs, au moins jusqu'en 2050. Cependant, dans certains cas, notamment dans le sud-ouest de la France, à partir de 2040, voire 2050, le changement climatique est tel, notre maïs ne résistera pas à des températures entre 35 et 40 degrés pendant plusieurs jours, ou des indices hydriques qui seront quand même bas, qu'on ne pourra pas juste changer la façon de faire, il faudra carrément changer de culture. Peut-être investir sur du sorgho. Je suis céréalier dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen, à La Plume. On travaille 600 hectares, donc tout en céréales, avec une rotation blé, orge, colza, tournesol, maïs, sorgho, soja, fèves des fois. En non irrigué, c'est un coup de poker, le maïs, le soja. Ça peut passer comme l'année dernière, avoir de très bons rendements, comme ça peut ne pas passer. Et là, c'est le bouillon. On a eu une année, je pense il y a plus de 10 ans, où le maïs était magnifique, il était à la fleur au mois d'août, on avait des jolis maïs et on a eu une sécheresse incroyable, juste sur un mois, avec des 40 degrés, tout à griller, quoi. Et on a fait, je crois, 3 tonnes hectares. Donc là, on se dit l'année prochaine, j'en ferai moins non irrigué. Sur notre assolement, on a très peu de parcelles irrigables. Donc le choix des cultures de printemps se limitait à maïs, mais on prenait un risque. Soja, on prend aussi un risque parce qu'il faut de l'eau. Donc il nous restait le tournesol en culture de printemps.
Et le tournesol, c'est un peu économiquement, ça devenait un petit peu compliqué. On avait des problèmes aussi de volatiles avec des pigeons autour des villes, des palombes maintenant qui commencent à rester aussi à la campagne. On n'avait pas beaucoup de choix et le sorgho en était un. Alors elle a beaucoup d'avantages parce qu'effectivement elle tient bien à la sécheresse. On sécurise des rendements même si on a un été très sec. On n'a pas besoin d'irrigation normalement. Et cette année d'ailleurs on en voit beaucoup du sorgho. On est vraiment, tous les ans je pense que l'assolement augmente. Nous on le voit avec l'entreprise de moisson, on en fait tous les ans 20 ou 30% de plus. C'est vraiment une culture qui est en train d'en remplacer d'autres. Ouais. C'était un petit peu timide au départ mais les débouchés se sont créés j'ai l'impression parce qu'aujourd'hui on en voit beaucoup plus du sorgho. Donc c'est peut-être une culture qui s'est implantée par chez nous et qui risque de rester. Oui. Si changement climatique il y a, si les degrés montent tous les ans, effectivement on va le voir sur des changements de pratiques et peut-être même de culture. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne fera plus du tout si c'est pas irrigué, quoi. Mais il y a des années très compliquées, ouais, surtout s'ils annoncent des orages. On a dû en connaître 3 sur les 5-6 campagnes passées. Ils étaient tout le temps à la même période, en juin, juste avant de moissonner les blés. Donc soit il y a de la grêle et on perdait en rendement, soit les blés se couchaient parce qu'il y a un excès d'eau sur une heure de pluie, des 100-120 mm en une heure. Ça c'est quelque chose que j'avais pas connu jusqu'à maintenant. Là. Alors peut-être qu'on est moins sensible au changement climatique ou qu'on n'y porte pas assez attention, tellement on est habitué effectivement à ce que les années soient tellement différentes. On connaît des extrêmes sur des fois 2 années qui se suivent. Quand on a un blé qui n'est pas beau parce qu'il a fait trop sec, un blé qui n'est pas beau parce qu'il a trop plu, on a pris 600 mm de plus. Changement climatique, peut-être plus sur les températures, des températures plus douces tout au long de l'année. Les cultures de printemps, c'est vrai qu'on les sème, on arrive certaines années à semer au mois de mars, alors que je pense que si on demandait aux anciens, il y a une trentaine d'années, c'était plus avril, voire mai, quoi. On part semer plus tôt, ça c'est vrai. Donc ça, c'est les températures et l'ensoleillement. Il n'existe aucune solution magique, mais c'est plein de petites solutions qui permettent de faire face au changement climatique. On s'adapte au changement climatique avec un changement des filières qui consommeront moins d'eau, peut-être des variétés, peut-être des espèces, peut-être des périodes de culture. Dans le monde agricole, on a la chance d'avoir diverses solutions pour répondre à diverses problématiques. Par exemple, dans ces petites solutions, on peut retrouver les décalages de date de semis, on appelle ça les stratégies d'évitement. Je continue à faire la même production, mais j'adapte le mode de culture. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément avoir les mêmes variétés. On a de la recherche variétale à faire sur des résistances aux sécheresses, aux canicules, ou de bien caler le cycle de la plante. Parce que quand on sème par exemple un blé plus tôt, ou quand on sème à la même date mais qu'on change de variété pour avoir un cycle plus court, le blé, au lieu d'être récolté mi-juillet, on le récoltera 2 semaines plus tôt, plutôt début juillet. Donc ça enlève 2 semaines de sécheresse et de canicule potentielle au mois de juillet, surtout sur la phase de remplissage des grains qui est très sensible aux fortes chaleurs. On a fait beaucoup d'essais, on a fait beaucoup de couverts végétaux, on a importé du matériel américain, des strip-tills pour localiser l'engrais, des semis sous couvert. On fait beaucoup de cultures différentes, mais pour limiter les herbicides aussi. Parce que plus on est sur de la rotation, moins on est embêté avec les herbes, avec les mauvaises herbes. Intégrer du soja pour avoir de l'azote naturel. On est sur des pratiques déjà depuis quelques années où on essaie de limiter à fond les phytos parce que c'est limiter les charges, quoi. C'est quelque chose qui coûte très cher là, depuis la guerre en Ukraine. Ça peut aller de 300 € la tonne à 900 € la tonne en fonction du moment où on achète. Donc on ne veut pas en jeter 100 kg de trop, quoi. Voilà, la paille, on ne l'exporte pas systématiquement. On a pas mal de matière organique derrière des maïs, derrière des sorgho. Le sorgho, c'est costaud en matière organique. Nous, on est en conventionnel aujourd'hui, mais la semaine dernière, on binait nos sorgho. C'est les techniques mécaniques de bio. Niveau agronomie, on l'a réintégré le labour il y a quelques années sur des parcelles qui demandaient pour moi trop de chimie à un moment donné pour éliminer certaines herbes. Voilà, bon, ce qu'il en ressort 15 ans après, c'est la bonne pratique au bon endroit au bon moment, quoi. Il faut se déplacer, aller voir toutes les parcelles, qu'est-ce qu'on fait à tel endroit, est-ce qu'on fait de la chimie, est-ce qu'on n'en fait pas, est-ce qu'on peut l'économiser, quoi. La solution miracle, je ne crois pas qu'elle existe, quoi. C'est une solution qu'on peut appliquer dans un secteur, sera peut-être pas vrai pour toute la France. Déjà à cause de nos pentes, de nos sols, c'est vraiment au cas par cas, quoi.
On réfléchit à faire sans intrants, mais c'est très compliqué. Les vaches, on y pense à cause de ça, oui. La ferme la plus équilibrée qui soit, de toute façon, c'est la polyculture élevage. On a de l'engrais naturel par les vaches. Eh bien les mémères. Ça serait la solution idéale, mais il faut arriver à vendre la viande. Viens, 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 viens. Eh bien les mémères. Viens, 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 viens. Un petite mère. L'avantage de la polyculture élevage, c'est que le pré là, sur lequel on est, que les vaches sont en train de brouter, l'année prochaine ou dans 2 ans, il sera cultivé. On fera du blé, des céréales, des lentilles, enfin bon, on fera des cultures derrière. La prairie aura permis, de refertiliser le sol, grâce aux trèfles, aux luzernes et autres légumineuses qu'on a dans notre mélange de prairie. L'intérêt de la vache dans notre système ici, c'est la façon dont elle a de consommer de l'herbe et de la transformer en élément fertilisant. C'est ça l'intérêt de la vache. On pourrait dire la même chose du cochon, on pourrait dire la même chose des poules, on pourrait dire la même chose de quasiment tous les animaux de ferme. On a une très belle tondeuse à gazon à l'avant et un très bel épandeur à fumier à l'arrière. On entend dire qu'une vache, c'est 15 000 litres d'eau au kilo. Sur les 15 000 litres d'eau au kilo, elle en rejette 14 999. L'eau, elle se retrouve sur la prairie la filtre et on retrouve l'eau dans la nappe phréatique. La vache, elle n'est pas si impactante que ça en tant que vache. En termes de gaz à effet de serre, aujourd'hui, je comble pratiquement ce que mes vaches ont émis. Donc on a choisi la Célère parce que elle a cette qualité-là de bien valoriser l'herbe, d'être rustique, de véler facilement et d'être belle. Voilà. J'exploite 380 hectares en agriculture biologique avec un troupeau de 80 vaches salaires et 80 brebis. Alors ici on a prairie, en face on a des mélanges pour les vaches, mélanges fourragers. Et on va maximiser les cultures à destination de l'alimentation humaine. Donc on va faire du blé, on va faire des lentilles, on va faire de l'épeautre, on va faire du petit épeautre, on va faire de l'orge, on va faire de l'avoine. Les plantes, c'est des super capteurs solaires qui sont capables de transformer l'énergie du soleil en énergie alimentaire pour nous. Normalement, on assure quand même on va dire un apport azoté suffisant pour assurer un blé à 40-45 quintaux en bio. Je ne vais pas péter des rendements à faire pâlir tous mes voisins, mais par contre, d'année en année, j'ai un rendement qui se répète et qui est régulier, quoi, et qui augmente aussi régulièrement. Donc dans 3 semaines, 1 mois, c'est prêt. Oh, putain. Je ne vais jamais avoir commencé la moisson aussitôt, moi. Non. 14 juillet, tu es dedans. Je suis venu chez Olivier pour faire un tour de plaine, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné cette année. Le début d'année humide a fait que la culture a pris du retard et puis ensuite gros coup de chaleur, gros coup de sécheresse. Ça va empiéter sur le rendement, hein. On voit que le réchauffement climatique devient une réalité puisque d'année en année on a des à-coups climatiques qui font que les rendements baissent. Ce qui me surprend chez Olivier, c'est l'autonomie complète. Ça, on le retrouve nulle part ailleurs. Il a l'élevage qui produit le fumier, et le fumier qui fertilise ses champs. Les autres agriculteurs bio en grande culture sont obligés d'acheter leur fiente, d'acheter certains produits pour nourrir leurs plantes. Et donc, de ce fait, ils sont plus dépendants des marchés. Le prix de la fiente peut varier du simple au triple et donc ils sont très, très dépendants de ça. Le nerf de la guerre en bio, c'est d'arriver à sortir suffisamment d'argent de la ferme, donc de gagner suffisamment ma vie. Le but, c'est quand même de sortir suffisamment de produits pour couvrir l'ensemble des charges. On essaye de maîtriser les coûts de production comme tout le monde, mais comme on a relativement peu d'intrants, on a relativement peu de choses qu'on achète à l'extérieur, on est beaucoup plus autonome face aux fluctuations extérieures. Grosse dépendance au fioul quand même. L'énergie, c'est une vraie question.
Donc le but, c'est de produire suffisamment. Et ce suffisamment, il est assez facilement atteint aujourd'hui parce qu'on a des cours en produits bio qui sont plutôt intéressants. Je pense qu'on n'est pas la région qui va être la plus impactée directement par le changement climatique, par des réchauffements ou des refroidissements. Ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que on aura un peu moins de temps à l'automne, on aura un peu plus de pluie à l'hiver, on va avoir des étés un peu plus secs, mais globalement, nos sols sont capables de supporter ça. On n'est pas dans une zone très très à risque en termes de changement climatique. Bon, on va changer un peu nos pratiques, on va remplacer des cultures par d'autres, mais on n'est pas encore en risque de désertification. Ah bah, il y a des tas de choses à faire. On peut se dire, on enlève les vaches, on met un énorme méthaniseur et on fait du biogaz. Ça peut être une option. On récupère l'herbe, on la fauche, on la met dans le méthaniseur, on récupère du gaz, ça fait tourner les tracteurs. Enfin voilà, il y a des tas de pistes qui sont super intéressantes. Sur le non-labour, oui, c'est pas une option qu'on a posée au démarrage, mais c'est une option qui s'étudie, qui se travaille. Le travail sous couvert permanent aussi, c'est une question qui se travaille. On va également avoir l'agriculture de conservation des sols ou certains aspects de l'agriculture de conservation des sols. C'est-à-dire une agriculture qui va 1. Avoir des couverts tout le long de l'année pour protéger le sol des rayons du soleil, donc du dessèchement et de l'évapotranspiration et de l'échauffement du sol. Donc une couverture végétale permet d'augmenter la biodiversité, la richesse du sol, la matière organique et donc la rétention également en eau. Deuxième point, ce sont des rotations plus longues qui vont intégrer des légumineuses et donc un sol qui va recevoir des cultures très différentes au cours de ces rotations-là, qui sera du coup plus fertile avec plus de matière organique, surtout avec les légumineuses qui fertilisent naturellement le sol. C'est une agriculture où on n'a pas du tout de retournement, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir labourer le sol, on lui garde sa structure. En gardant sa structure, on favorise en fait l'augmentation de la matière organique et on favorise l'absorption de l'eau dans ce sol. Avoir un sol vivant, c'est la garantie d'avoir au moins une très bonne résistance au changement climatique. Un sol plus vivant permet de stocker plus d'eau quand il y en a besoin. Le sol est une garantie d'un bon succès, notamment par rapport à la réserve en eau. On est ici sur des sols, au départ, on appelle des sols assez maigres, assez superficiels. C'est des limons sableux, on est sur des sols très acides. Par contre, il y a eu des apports de matière organique importants. Donc, on est aux alentours de 80 tonnes hectares, au moins les 3 premières années. C'est le compost de déchets verts. C'est ça qu'on a apporté massivement quand même, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on en met beaucoup moins. On se retrouve aujourd'hui avec une surface de sol de 10-15 cm très riche en matière organique, avec un pH beaucoup plus élevé et un taux de matière organique qui est passé de 1,5 à 4,5 à peu près en surface. Et ça permet de remonter comme ça rapidement un sol avec un potentiel agronomique plus intéressant, quoi. Tu as vraiment quelque chose qui s'est modifié et ça arrive en 3 ans. À peu près 3 ans de compost et de matière organique, tu arrives à changer comme ça les 15 premiers centimètres. Et là, on voit vraiment les deux sols qui sont différents, où là, j'ai mon sol d'origine, mon limon très serré, hydromorphe, sableux. Et là, on voit qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans. Ça n'a rien à voir au niveau du rendement et au niveau de la facilité du travail. De plantation, semis, rétention en eau, réchauffement du sol. Lorsqu'on a un sol qui est sombre comme ça en surface, il va se réchauffer beaucoup plus vite que lorsqu'on a un sol clair. Après, il y a de la fertilisation qui peut être fiente de poule, ça peut guano de poisson et roche potassique par exemple pour de la potasse. Voilà, ça peut être les éléments qu'on vient rajouter pour certaines cultures. Il n'y a pas de labour, il n'y a pas de retournement. Les seuls travaux du sol qui sont faits, c'est la grelinette qui permet d'aérer un petit peu en profondeur. Et ensuite, la herse rotative qui vient travailler sur 5 cm. Ça ne retourne pas, ça ne mélange pas, ce n'est pas un rotavator. Ça vient juste gratouiller la surface pour pouvoir semer, que le semoir rentre dans le sol, ou planter mes mottes qui font 5 cm. C'est ce qu'on appelle la méthode bio-intensive.
Ça remonte au maraîcher du 19e siècle et ça a été repris au goût du jour par plusieurs Américains à l'époque, dans les années 70, dont Elliott Coleman. Et c'est des systèmes sur petite surface où il n'y a pas de mécanisation tracteur. Il y a une mécanisation aujourd'hui motoculteur, beaucoup d'apports de matière organique. Et donc on cultive ces espaces vraiment de façon intense, mais intense dans le temps, dans l'organisation, dans la planification, dans l'optimisation. Donc c'est un peu ce mélange entre du maraîchage de 1900, du début du siècle, dans les grandes villes type Paris ou Londres, mais aussi avec les outils qu'on a aujourd'hui plus modernes. Ici, on cultive sur moins de 5000 m². On cultive à peu près 45 légumes différents, 110 variétés. On a une partie qui sont sous serre et une partie plein champ. Et tout ça, c'est vendu en vente directe sur 2 marchés par semaine. Ça suffit pour absorber notre production. Ouais. Il y a toujours 2-3 cultures par an sur les planches. Mais par exemple, la tomate, elle va revenir ici dans 6 ans. Donc il y a une longue rotation et c'est pareil en plein champ. Le fait de faire plusieurs cultures, c'est d'être plus productif sur une planche. Hein. Tout est standardisé, toutes nos planches font 20 mètres, 75 cm de large. C'est pour ça qu'on arrive à être rentable économiquement et que c'est très productif sur cette petite surface. Parce qu'on est hyper organisé, hyper planifié et qu'il n'y a vraiment pas de perte d'espace. Après, si on regardait légume par légume, non, mes tomates ne sont pas plus productives que quelqu'un qui va produire de la tomate avec un tracteur par exemple ou un autre système. C'est vraiment plutôt l'ensemble qui fait que c'est plus performant. Je fais mon planning à tête reposée en octobre-novembre et une fois que c'est fait, ça déroule. Ça déroule pour toute la saison. On a un logiciel qui va nous sortir chaque semaine en fait toutes nos tâches. Donc les semis directs, qu'est-ce qu'on doit semer, jardin 6, planche 2, voilà, temps de plaque, telle variété, le travail du sol, etc. Donc tout ça, c'est un peu notre feuille de route. Produire 50 légumes, voilà, c'est 50 itinéraires techniques différents, c'est de nombreux insectes, de nombreuses gestions d'irrigation, de gestion du climat, d'ensoleillement, de beaucoup de paramètres, de faire des plans, etc. Donc il faut quand même être rigoureux, et moi c'est quelque chose qui me convient. C'est clair que lorsqu'on n'est pas maraîcher, qu'on veut se lancer dans un système comme ça sur petite surface, c'est efficace, c'est très efficace. Alors là, en fonction de si on est amateur ou professionnel, on peut voir qu'elle est belle ou pas belle. Elle est quand même fatiguée cette culture. Alors on arrive à produire du concombre, mais c'est vrai qu'on est toujours vigilant sur ces cultures-là. Il y a beaucoup d'attaques d'insectes et de maladies. Là, il y a des pucerons, mais il y a énormément d'auxiliaires avec. Tant que ça maintient comme ça l'équilibre, tout se passe bien sur nos cultures, quoi. La végétation nous aide, ça c'est sûr. Plus tu as de bassins, plus tu as de haies, plus tu as d'insectes, plus tu as d'auxiliaires, plus tu as d'oiseaux, etc. Tu vois, tu ramènes de la vie. On ne gère pas tout, on ne gère pas tous les insectes, pas toutes les maladies, on perd des cultures à des moments. Ça fait partie du jeu du maraîcher, les maladies et les insectes. Même si on en rate une, c'est pas grave. C'est tellement diversifié qu'il y a toujours un truc qui va rattraper. On se sert un peu de toute cette technologie qui est apparue ces 30 dernières années dans le maraîchage, comme les sondes, comme les programmateurs, les serres automatiques, etc. C'est pas le maraîchage du début du siècle, du siècle dernier, quoi. Alors on s'en inspire, mais ce qui est particulier dans le maraîchage bio-intensif, c'est souvent le chiffre d'affaires en fait. C'est que nous l'an dernier par exemple, on a fait 92 000 € et ça fait moins de 5000 m². C'est vraiment du chiffre d'affaires que de légumes produits sur la ferme, donc il n'y a pas d'achat-revente, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de subvention non plus là-dedans. Alors moi je donne des formations, mais il n'y a pas de formation non plus là-dedans, c'est vraiment la partie ferme qui génère ce revenu-là. Ce qui permet d'employer, d'avoir quelqu'un en CDI, quelqu'un en saisonnier. Personne ne fait plus de 35 heures par semaine, on a tous nos week-ends. Des fois il y a des astreintes parce qu'il y a un marché le dimanche, mais on a tous 10 semaines de vacances. Donc on a cet équilibre-là qui fonctionne. On trouve un équilibre financier et en termes de temps de travail, et à la fois on produit de la nourriture biologique. Donc c'est quand même un trio pour moi qui me parlait, quoi. Nous ça se passe plutôt bien en fait, hein. La ferme roule, quoi.
Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui est normal ou anormal, honnêtement. Moi, j'ai pris déjà au moins 2 sécheresses en plein été, plusieurs fois de la grêle, où j'ai perdu des serres, j'ai perdu énormément de cultures. L'orage, on a déjà pris 150 mm, mais c'était en genre 2 heures de temps. C'était juste incroyable. Il y avait un ruisseau qui traversait le jardin. Peut-être que moi, je suis né avec le changement climatique. Peut-être que tous les ans, il y a un truc pas normal et que moi, je le prends comme si c'était normal. J'ai l'impression qu'on s'adapte à chaque fois. J'ai l'impression que chaque année est différente et s'il fait trop chaud, on a des ombrières sur les serres, on peut ombrer notre plein champ aussi parce qu'on est sur toute petite surface. Lorsqu'il fait sec, on irrigue, on a un bassin d'irrigation. Lorsqu'il fait froid, on a quand même des serres qui protègent l'hiver. On s'adapte à chaque fois, en tout cas, notre système est hyper résilient par rapport à ça aujourd'hui. Il y a des bassins, il y a des baissières, il y a des haies. J'ai planté 5000 m² de forêt au-dessus de chez moi, l'ombrage, tu vois. Je ne suis pas dans un environnement désertique. On arrive à maîtriser et à gérer avec nos ressources tu vois, d'eau. On va toujours produire nos 20 tonnes de légumes par an. Il n'y a pas eu une année où on a décroché complètement, jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Franchement, je suis surpris de la résilience du système. Ouais. Je pense qu'ici, on est en train de créer un truc qui fonctionne, ouais, et qui va fonctionner encore pas mal de temps. Ouais. On est dans une urgence climatique. Pour l'instant, jusqu'en 2050, nous avons des pistes d'adaptation. Par contre, je peux vous dire que si le changement climatique continue dans la lancée dans laquelle il est et qu'il continue après 2050, nos solutions d'adaptation sur lesquelles je travaille vont devenir de plus en plus réduites et il y a un moment, il n'y en aura plus. S'il ne pleut pas pendant 3 mois, je peux vous dire que les sols sont secs en conventionnel, en bio ou en agriculture de conservation des sols. J'ai pas de recul du avant. Le avant, pour moi, il n'existe pas. Depuis que je me suis installé, on prend des claques tous les ans. Les sécheresses, les gels de printemps et les canicules à répétition. Et puis là, cette année, on prend en 1 mois et demi, on prend la pluviométrie de l'année. Et au moment des moissons, les pois chiches, ça a été la cata tout le long. Puis finalement, c'est tout pourri, quoi. Les lentilles, c'est pareil. Si on sort du joli blé, ce sera bien que ce ne soit pas germé. Parce que si on a du blé germé, c'est l'enfer pour faire le pain derrière. Il a plu quasiment tous les jours, c'est-à-dire qu'on a eu très peu de créneaux avec 3 jours de sec. Donc on a dû sortir la moissonneuse alors que ça faisait à peine 48 heures qu'on avait été rincé. C'est des céréales qui se battent mal parce que les pailles sont humides, donc ça se bat très mal. C'est des terrains qui sont détrempés. On a aussi ces engins qui sont capables d'abattre des chantiers à toute vitesse. Donc on a pu moissonner du blé entre les gouttes. On n'aurait jamais pu le faire en traction animale, de sortir autant de volume. Je pense qu'il y a une centaine d'années, une année comme ça, c'est une année de disette. On a eu le gel du mois d'avril, la sécheresse hivernale. Derrière, on prend 2 mois de pluie ininterrompue au moment de la fleur et au moment des céréales. Je pense qu'effectivement, on n'aurait eu rien à bouffer. Là, on a quand même des leviers mécaniques qui nous ont permis de passer, de sécuriser des lots en les ventilant, en triant tout de suite. On a heureusement des béquilles qui tiennent la route. Ces aléas-là, nous, on peut apprendre à stocker, en fait. On peut apprendre à stocker des céréales sur plusieurs années. On a des outils pour ça, on a des méthodes. Jusque-là, ce n'était pas du tout une priorité à l'échelle d'une ferme. Maintenant, ça peut le devenir. Les éleveurs dans le coin, ils savent le faire. Ils savent stocker de l'herbe, ils savent faire de l'ensilage, de l'enrubanage. Ils savent préserver leur exploitation. Quand il y a de l'herbe, on ne va pas la mettre à la poubelle, hein. On la stocke. Maintenant, il va falloir apprendre à faire la même chose pour le reste. On a des pluviométries qui, sur la moyenne, sont assez stables, mais en fait, elles se traduisent en orage, en trompes d'eau, et puis ensuite des semaines de sécheresse. Il va falloir très très vite déconstruire toutes les idées arrêtées sur ces questions-là pour se dire jusque-là j'étais écolo, je refusais toute forme de stockage de l'eau pour l'agriculture. En fait, on va peut-être faire du cas par cas et se poser la question de comment, quand, combien
quelle quantité on stocke, comment on redistribue après. Enfin, il y a un travail, encore une fois, un travail de la collectivité, un travail public, un travail politique. On a un changement climatique qui pèse très 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 lourd sur l'économie des fermes. Si on n'a pas un accompagnement politique fort, on ne fera rien. On ne maîtrise pas, c'est vrai, le prix de vente qui est sur le marché mondial, qui est coté en bourse. On ne maîtrise pas notre rendement en fonction de l'année. C'est un métier où on ne maîtrise pas grand-chose en fait. Si en plus on ne peut pas se battre parce qu'en face on a des céréales qui sont importées à des coûts très très faibles, des pays de l'Est et tout ça, là on n'est pas compétitif. On voit qu'on rentre, la France rentre des céréales je crois que c'était autour de 140 € la tonne de blé. Quand nous, il faut qu'on la vende 200, on comprend qu'on ne peut pas être compétitif. Même en serrant toutes les charges qu'on peut, à un moment donné, on n'a pas les mêmes frais et ça passe pas. Aujourd'hui, on est concurrencé par beaucoup de monde et il faut savoir si on veut continuer à manger français ou si on veut continuer de l'agriculture en France ou pas.